Maintenant, sans plus tarder, nous allons rejoindre notre ami Ahmed Djourlef, qui est sommité de l'environnement, de la diplomatie nationale et internationale, qui a accepté de nous faire aujourd'hui une présentation sur l'apport de la coopération multilatérale rénovée des politiques environnementales à la lumière des enjeux et des défis de la crise du climat. Comme vous voyez, le climat occupe une place très importante dans les débats, dans les enjeux, etc. Et on disait tout à l'heure ce matin, comment tirer profit de ce qui se fait ailleurs au profit de la nouvelle politique rénovée, ambitieuse, innovante en matière de politique publique, d'environnement ou d'autres politiques. Parce que nous sommes dans une phase de construction de nouvelles politiques. Et donc, M. Djourlef va nous faire bénéficier de ses réflexions, de son expérience, de ses connaissances, de son réseau. Il est titulaire de plusieurs diplômes. Il a été pendant longtemps chef de division de l'environnement au CNUE à Nairobi. Il a été surtout secrétaire exécutif du secrétaire général des Nations Unies sur la biodiversité à Montréal. Et il a été l'un des rédacteurs et des négociateurs du plan climat de Paris. Sans oublier, en remontant à 1992, il a été avec notre ami Khaladi, qui était secrétaire d'État à la recherche scientifique ici présent, à Rio 92. Donc c'est quelqu'un de très important. Nous sommes fiers de l'accueillir et de saluer à votre nom. Fadal Si Ahmed. Merci infiniment et merci pour ces paroles aimables qui me touchent. Donc merci infiniment. Merci pour cette invitation et surtout félicitations au Conseil, à son président et à son équipe pour cette initiative des plus louables et qui vient, je dois dire, à point nommé. On a parlé tout à l'heure de zones protégées marines et terrestres. Je voulais rappeler qu'il y a à peu près 150 ans, le 1er mars 1872, le président américain avait signé un décret présidentiel qui transformait le parc de Yellowstone en zone protégée. Donc, ça a été le premier parc protégé, air protégé de la planète. Il est intéressant de noter que le décret présidentiel stipulait de transformer ce parc en un lieu exempt de toute activité mercantile et voué à la satisfaction du peuple. Et vous noterez donc déjà à l'époque, il y a plus de 150 ans, on savait que les activités mercantiles qui prédominaient à l'époque, et la plupart continuent à prédominer aujourd'hui, étaient néfastes pour l'environnement et qu'il fallait penser au bien-être et à l'intérêt du peuple. 22 ans après, la première organisation mondiale de protection de l'environnement au niveau national a été créée, Wildlife Conservation, en 1785. Et un siècle après, la conférence de Stockholm, on en a parlé, et je salue Khaladi, qui était à l'époque secrétaire d'État, qui participait à cette conférence. Donc Stockholm, c'était conférence sur l'environnement humain, et qui a donné naissance à cette diplomatie multilatérale pour l'environnement. À l'époque, le plan d'action a été adopté avec la participation de 1400 délégués de 113 pays. Beaucoup étaient encore sous domination. Et 109 recommandations, 150 actions séparées, la déclaration de Rio. Et depuis, je crois que M. Prieur l'a rappelé, depuis, il existe plus de 500 et pour certains plus de 1000, ça dépend de la définition, d'accords multilatéraux pour l'environnement. 20 ans après, on n'a pas eu Stockholm 2, on a eu la conférence de Rio qui mettait en pratique les principes du développement durable développés par la commission Brundtland, rapport de 87, mais les prémices ont été lancées à Fournet, en Suisse, dans la perspective de la préparation de la conférence de Stockholm. Et l'agenda 21 a été adopté, 2500 recommandations et bien sûr l'ouverture à la signature de 2 conventions dites de Rio par rapport aux autres. Pourquoi convention de Rio? Parce que c'est les premières conventions à rendre contraignants les principes du développement durable. C'est les premières conventions, on a
juste à l'instant de moyens financiers, les premières conventions à non seulement prendre des engagements d'État, mais également identifier les moyens d'exécution, et y compris les moyens financiers. Et donc, le FAM a été créé pour financer ces conventions. La Convention 4 sur les changements climatiques, et j'ai eu l'insigne honneur d'être vice-président du comité de négociation de cette convention cadre, et la Convention sur la diversité biologique. Et en adoptant ces conventions, les États se sont engagés donc à prendre des engagements et à internaliser d'un point de vue interne ces engagements et en faire pratiquement des actions juridiques au niveau international. Si je prends l'article 6 de la Convention, l'article 6, l'article 10 et l'article 26 de la Convention, il oblige les parties à adopter des stratégies d'action ou des instruments similaires, des plans d'action, des règlements, et à internaliser les objectifs de la Convention, qui sont de 3, conservation, utilisation durable et accès et partage des bénéfices des ressources génétiques dans leur corpus juridique interne. Ils sont engagés à faire des rapports. Donc, le premier rapport, depuis, il y a eu pas moins de 5 rapports qui ont été soumis, et le prochain, sera adopté juste après la conférence de Chine, la COP 15, qui aura lieu en Chine en octobre, probablement. Et un nouveau plan, on appelle ça le programme mondial de la biodiversité après 2020, sera adopté. Et ce programme mondial fait suite à la stratégie adoptée à Nagoya, stratégie sur la biodiversité 2010-2020, qui est venue à expiration et que les pays ont intégré dans leur plan d'action. Donc, on se dit qu'après tout cette pléthore et cet arsenal juridique, institutionnel, financier, le FAM, avec un capital de 4 milliards de dollars renouvelable tous les 4 ans, le fonds vert pour le climat, adopté après l'échec de la conférence de Copenhague, on se dit que peut-être la planète aujourd'hui se porte mieux et que tout cet arsenal juridique nous a permis d'au moins d'arrêter la dégradation de l'environnement, sinon de l'inverser. Est-ce que le cas, personne en bonne foi ne peut dire qu'aujourd'hui, la planète se porte mieux qu'en 1972 ou après. Le rapport du millénaire est très clair. Les 2/3 de tous les écosystèmes sont dans un état de dégradation avancé et le taux d'extinction des espèces est parfois atteint plus de 1000 fois le taux normal d'extinction. La vie, on meurt, on est et on meurt, et donc il y a un taux normal d'extinction et de déperdition des espèces, mais ce taux est inédit. Et ça a été confirmé par le Global Biodiversity Outlook, que j'ai eu l'honneur de coordonner sur la base de rapports nationaux soumis par les pays. Et ça, bien sûr, nous savons tous l'importance des services rendus par les écosystèmes, que ce soit la purification de l'eau, que ce soit la décomposition des déchets, la stabilisation et la modération du climat, et bien sûr la nourriture et l'air que nous respirons. Donc, il y a un taux inédit de déperdition des espèces et c'est pour cela que certains experts pensent que nous sommes déjà rentrés dans la 6e ère d'extinction massive des espèces et ils ont appelé ça l'anthropocène. Donc, c'est la première fois qu'une espèce, parmi des millions d'espèces qui existent sur la planète, a su modifier la géologie de la Terre. Et c'est pour cela que la vie sur Terre est menacée. Et c'est pour cela qu'en 2010, j'avais initié l'année internationale de la biodiversité sous le thème « La biodiversité, c'est la vie ». Et la biodiversité, c'est notre vie. Donc, ce n'est pas quelque chose de philosophique, comme vient de le dire le professeur. Mais certains peuvent arguer, nous avons des millions d'espèces. Personne ne peut dire le nombre exact d'espèces. Si quelques millions, comme selon l'ICN, ont disparu durant les 50 dernières années, est-ce que c'est dommageable? Je prends un exemple, par exemple les requins. Les requins disparaissent, ils sont menacés. Certains pourront dire, tant mieux,
on n'aura plus de requins, donc les gens pourront se baigner sans problème. Peut-être, mais si les requins disparaissent, les prédateurs moyens et petits vont proliférer. Et puis certains diront, et après? S'ils prolifèrent, les mollusques vont disparaître parce qu'ils vont dévorer les mollusques. Certains diront, et après? Et si les mollusques disparaissent, les mollusques permettent de purifier l'eau et les océans. C'est ce qu'on appelle la chaîne de la vie. Les abeilles, il y a un syndrome d'effondrement des abeilles et de disparition des insectes et des oiseaux. À un taux inédit, selon BirdLife International, le taux de disparition des oiseaux serait de 100 à 100 000 fois supérieur au temps normal. Bon, certains diront, et après, bon, mais ces oiseaux, ces insectes, ces abeilles permettent de polliniser les plantes et les arbres fruitiers, et sans ces abeilles, 85% de la production mondiale d'agriculture dépend de ces abeilles. Et Einstein disait déjà en son temps, si l'abeille disparaissait de la surface du globe, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre. Je prends ici l'exemple des baleines. Bon, et pourtant, il existe une organisation internationale de protection des baleines depuis 1948. Et les baleines sont menacées d'extinction, de disparition. Et ils diminuent en termes, etc. Un rapport, juste avant la pandémie de la Covid, a été publié par le FMI, qui quantifiait la valeur financière apportée par la baleine pour l'absorption du carbone. Une baleine absorbe 33 tonnes de CO2 en 100 ans. Un arbre, par comparaison, absorbe 21 kilos par an. Les baleines se nourrissent de krill, des crustacés qui contiennent des phytoplanctons. Et les phytoplanctons capturent 37 milliards de tonnes de CO2, soit 40% du CO2 de l'atmosphère, soit l'équivalent de 1700 milliards d'arbres, soit 4 fois l'Amazonie. Les excréments des baleines, riches en phosphore, en azote et en fer, et leurs seaux qui plongent, permettent donc de quantifier et d'accroître la masse de phytoplancton qui fournit, comme nous le savons, 50% de l'oxygène. Pour chaque respiration d'un être humain, nous devons une aux océans et une autre, bien sûr, aux forêts. Donc, c'est pour dire la valeur inestimable. Un autre exemple, également, l'IUCN vient de publier l'inventaire mondial des vers de terre. Bon, nous sous-estimons l'importance de ces vers de terre. Il y aurait, selon cette étude, 1300 espèces différentes de vers de terre. Et les vers de terre sont considérés comme étant les premiers ouvriers des champs. Elles brassent les minéraux, à l'instar des baleines. Ces vers de terre sont menacés par les changements climatiques. Il y a différentes causes, bien sûr, de la disparition des espèces. Bon, bien sûr, la fragmentation, l'agriculture intensive, les espèces envahissantes, l'urbanisation forcenée, mais bien sûr, les changements climatiques. Défis démographiques, on parle de 2050. Bon, en 2050, on sera pratiquement 10 milliards d'êtres humains et ces 10 milliards voudront avoir le même mode de vie que les pays développés. L'urbanisation, en 2007, un changement de paradigme de la planète. Il y a plus d'hommes vivant dans les villes que dans les campagnes, et les 2 tiers de l'humanité vont vivre dans les villes en 2050, et tout cet accroissement sera dans les pays en voie de développement où il reste encore un peu de biodiversité. Mais bien sûr, les changements climatiques, un record des émissions inégalé, 1,5 million de tonnes de CO2 émis dans l'atmosphère chaque année, plus de 40 milliards par an, et une hausse incroyable de CO2 d'émissions de plus de 40% entre 1990 et 2010. C'est-à-dire depuis l'adoption de cette convention cadre sur les changements climatiques, il y a eu plus d'émissions émises. Et un record a été dépassé en matière de ppm depuis un certain temps. Et si rien n'a été fait, bon, le représentant du PNUE l'a dit, qu'il y aurait bien sûr une augmentation qui peut aller jusqu'à 8 degrés et une élévation des niveaux de mer de plus d'un mètre. Et ces émissions de gaz à effet de serre, bon, les 6, peuvent rester jusqu'à 100 000 ans dans l'atmosphère. Donc, c'est pour dire que le problème est sérieux et à long terme. Le rapport du TIAC, le dernier, en 2014, était effrayant. Il est clair que quelque chose ne va pas, et ça c'est du fait de l'être humain.
Et les enjeux sont historiques. Il n'y a aucune activité humaine n'est épargnée. Le réchauffement de la planète, nous le connaissons, les faits sont là. 2020, l'année la plus chaude, la dernière décennie a été la décennie la plus chaude. Des records sont battus, que ce soit en Algérie, que ce soit au Maroc. 2020 a été l'année la plus chaude. Une ville au Canada, en Colombie-Britannique, Layton, a eu 50 degrés pratiquement la semaine dernière. Et si le deuxième pays le plus froid au monde, le Canada, connaît de telles températures, qu'en est-il des pays comme l'Algérie, des pays du Sahel? Et les pays comme l'Algérie sont situés dans ce qu'on appelle, le GIEC appelle la région subtropique. C'est la région qui connaîtra le plus d'effets dramatiques des changements climatiques, et on le voit avec tous ces événements extrêmes, les avancées du désert, la réduction de la production agricole en raison des sécheresses et de la chaleur, de la détérioration des terres. Le PAM, le Programme alimentaire mondial, a déclaré au début du mois de juillet Madagascar comme étant le premier pays au monde à souffrir de la famine en raison des changements climatiques à la suite de plusieurs années de sécheresse. Et donc, ça pose le problème de la sécurité alimentaire. Selon la FAO, plus de 50 millions de tonnes de production alimentaire se manqueront en 2030, alors que la production doit augmenter de 50% pour satisfaire les besoins d'une population croissante, et dont le niveau de vie et de consommation s'identifie de plus en plus à celui des pays riches. Pénurie d'eau, et je crois que l'Algérie est très bien placée pour le savoir, et en 2025, les 2/3 de l'humanité, soit plus de 5,5 milliards de personnes, souffriront de ces pénuries. Montée des océans, en fonction de la fonte des neiges, le réchauffement des mers. Le réchauffement de la mer permet de dilater l'eau et donc d'augmenter. Et nous savons que la plupart des villes sont situées en région côtière. Et bien sûr, des problèmes sur la santé. On a parlé de pollution. Le CO2 tue, et nous le savons, cause de cancer, et surtout le diesel. Diesel émet le PM, le particulate matter, et je crois qu'Alger est une ville des plus polluées. Il y a 1600 tonnes de CO2 qui sont émis chaque jour avec les voitures et les autres activités. Et d'après l'OMS, plus de 7 millions de personnes sont mortes en raison de la pollution atmosphérique, et donc plus que les 4 millions qui sont morts à la suite de la Covid-19. Et c'est pour ça qu'on parle maintenant d'apocalypse. Et la Maison-Blanche, à l'époque de Obama, avait créé toute une commission entre la relation entre santé et changement climatique. Ces particules sont tellement fines, s'incrustent à l'intérieur des poumons, et bien sûr qu'à long terme, c'est les maladies cardiaques, c'est les problèmes cardiovasculaires et bien sûr le cancer. La santé, bon, bien sûr, je crois que le représentant l'a dit, un lien étroit, ombilical existe entre la santé humaine et les changements climatiques. Le réchauffement de la planète permet l'éclosion des insectes porteurs de virus. Et par exemple, toutes les 30 secondes, le paludisme tue un enfant, et même l'Algérie maintenant n'est pas épargnée. Les maladies de Lyme aussi qui augmentent. C'est pour ça que le secrétaire général des Nations Unies a parlé du fait que les changements climatiques menacent la paix chèrement acquise, la prospérité et les chances de réussite des milliards de personnes. Et c'est pour cela que l'on fait maintenant la relation entre changement climatique, paix et sécurité. Un rapport a été soumis en 2015 au G7 sur l'impact des changements climatiques sur les guerres et les tensions, et ce qui se passe à l'heure actuelle entre l'Égypte et l'Éthiopie, s'agissant de la construction de ce grand barrage de la Renaissance par l'Éthiopie, et l'Égypte menace d'utiliser l'arme pour défendre ses droits, d'avoir accès au Nil, et juste un prélude de ce qui va se passer pour les pays qui auront des ressources souterraines
aquifères partagés ou des rivières partagées. La CIA, dans ses rapports, et le Pentagone des États-Unis disent que le problème de pénurie d'eau sera l'une des causes principales des tensions et des guerres. Et John Kerry, qui est à l'heure actuelle le conseiller représentant du président américain pour les changements climatiques et qui a été à l'origine du dernier sommet sur le climat qui s'est tenu en avril, le 22 avril dernier, a dit que les changements climatiques sont une arme de destruction massive parce qu'elle n'épargne aucun pays. C'est pour ça que le Conseil de sécurité a été saisi à plusieurs reprises, je crois à quatre reprises, de cette question des changements climatiques. Et la première fois, c'était en 1989, à l'initiative de Madame Margaret Thatcher, Premier ministre du Royaume-Uni à l'époque, qui a demandé à ce que la question des changements climatiques soit inscrite à l'ordre du jour des changements climatiques du Conseil de sécurité, et donc passible de l'article 7, du chapitre 7 de la Charte, qui prévoit des sanctions économiques et des sanctions militaires pour les pays qui viendraient à enfreindre la paix et la sécurité mondiale. Et il y a à l'heure actuelle aucun sommet qui ne se tient sans la présence des chefs d'État. Et donc, cette question est à l'ordre du jour de l'agenda des plus grands décideurs de ce monde. Une étude a été démontrée quelles sont les conséquences d'une augmentation de 2 degrés de la température par rapport à l'ère industrielle. Et c'est des millions de personnes qui seront menacées par la montée des eaux, une augmentation astronomique des réfugiés climatiques et bien sûr des épisodes de sécheresse prolongés avec des événements extrêmes. Et c'est pour ça que la COP 21, j'ai eu l'insigne honneur d'être le coprésident du comité préparatoire de cette conférence historique, a préconisé de limiter à moins de 2 degrés l'augmentation de température et de préférence 1,5 degré. Et les prédictions selon de l'OMM, c'est que les probabilités que ce 1,5 soit dépassé bientôt est déjà de 40%. L'AFP a rendu public le prochain rapport du GIEC, le 6e, qui sera présenté en février. Et c'est vraiment quelque chose qui vous donne les frissons. Et ce rapport, qui a été fait par des milliers de scientifiques et qui sera publié l'année prochaine, dit que le pire est à venir avec des implications sur la vie de nos enfants et de nos petits-enfants de façon irréversible. Et il dit que ce rapport dispose que l'augmentation d'1,5, et nous y sommes presque, pourrait entraîner progressivement des conséquences graves pendant des siècles et parfois irréversibles. Des conditions de vie qui changeront au-delà de la capacité d'adoption de certains organismes. Et ce rapport aussi dit que nous sommes à l'aube de retombées cataclysmiques avec des pénuries d'eau, des exodes massifs, de la malnutrition, des extinctions de la espèce, et que la Terre peut parfois se remettre en raison de ses capacités, mais que l'humanité ne le pourra pas. Et donc, c'est un véritable cri d'alarme que ce rapport nous lance et il dit que cette augmentation de 1,5 déjà aura des conséquences irréversibles et irréparables. Et donc, quelqu'un pourrait se poser cette question. Ça fait des siècles que nous parlons de protection de l'environnement. Ça fait des décennies que nous avons le PNUE, le Programme national, c'est l'organisation onusienne qui est chargée de protéger l'environnement. Nous avons ces conventions, nous avons ces accords, nous avons ces chefs d'État qui se réunissent avec des coûts faramineux. Nous parlons de COP 26 et de COP 15 de la biodiversité. Et là, plus de 50 COP se sont tenus depuis la conférence de Rio. Et si on prend le coût de ces COP, je prends par exemple Paris, que j'ai eu l'insigne honneur d'y participer, ça a été, officieusement, 6 milliards de dollars pour la préparation de cette COP, par le pays hôte. Pour la conférence de Stockholm, c'est 4 milliards de dollars, par le pays hôte.
Je ne parle pas des frais de mission, je ne parle pas des voyages, des billets d'avion, etc. Donc, le Fonds mondial existe, le FEM existe, des milliards de dollars ont été dépensés, 1600 projets à l'époque, lorsque j'ai quitté, étaient en exécution, le fonds vert, mais qu'est-ce qui ne m'a pas marché? Pourquoi la Terre continue à se dégrader à un tel où on arrive pratiquement au point de non-retour, où on ne pourra plus réparer? Je pense que dès le départ, il y a eu quelque chose de faussé. Bon, je sais que nos amis européens et occidentaux participent. Il y a eu une tentative délibérée dès la création du PNUE, l'organisme qui est censé protéger l'environnement, l'organisme mondial, de l'émasculer et de ne pas lui donner les moyens nécessaires pour mettre en œuvre son exécution. C'est un programme, ce n'est pas une organisation. Et un programme qui est basé sur des contributions volontaires. Et nous savons que lorsqu'il y a une crise, et la crise existe depuis le début de cette pandémie, et les pays sont face à des crises, les premières sources de financement à souffrir, c'est des contributions volontaires. Contribution volontaire, c'est que je veux, je donne, je ne veux pas, je ne donne pas. Et lorsqu'il s'agit d'environnement, le docteur Prieur l'a dit, c'est des activités à long terme, ils doivent être prévisibles. On ne peut pas protéger l'environnement sur la base d'une activité qui a une durée de vie d'une année. Parce qu'on a un budget d'une année, on ne sait pas si on aura le budget l'année prochaine. Et donc, il faut une prévisibilité de cette source de financement. Et en plus de ça, bon, j'ai été associé pendant 4 décennies à tous les points de vue, d'un point de vue secrétariat, d'un point de vue président, d'un point de vue rapporteur du comité préparatoire de la conférence de Rio. J'ai vu que cette aide n'est pas généreuse, que cette aide est liée. Je ne veux pas rentrer dans les détails, j'ai des exemples extraordinaires et effrayants aussi, comment $1 qui est donné d'un côté est retiré de l'autre. Il y a aussi la localisation de ce programme. Pourquoi le programme a été localisé à Nairobi? Loin de tout, loin du siège de l'Organisation des Nations Unies. Si on veut influer, il faut être au siège de l'Organisation des Nations Unies pour le faire. Donc, la coopération internationale, depuis Stockholm, est un peu, elle est liée et elle est biaisée. Elle est basée aussi sur des intérêts propres. Si je donne cet argent, je dois imposer que cette technologie qui est la mienne doit être prise. Je dois imposer que ce consultant qui est le mien doit être recruté. Je dois imposer que ce chef d'agence qui est le mien et qui défendra mes intérêts doit être retenu. Je vais à un exemple, par exemple, la désertification. J'ai travaillé au PNUE pendant 20 ans pour convaincre le directeur du PNUE de mettre dans son discours lors de la première assemblée du FEM la question de la désertification. J'ai mis mon poste sur la table parce que pour lui, c'était un Européen. Pour lui, bon, le problème n'existe pas. La désertification, ça n'existe pas. C'est un problème local. Et lorsqu'on est un chef d'agence, on n'est pas le chef d'agence d'une région, aussi importante soit-elle. On doit être le chef d'agence de l'écosystème. Et donc, on doit défendre les intérêts de tous les pays. Et on ne peut pas nier que la question de la désertification est une question de vie ou de mort pour les pays africains et pour beaucoup d'autres régions dans le. Il y a aussi une approche par tiroir. On va à une COP, on ouvre le tiroir de la biodiversité. On va dans une autre, on ferme le tiroir, on ouvre le tiroir des changements climatiques. On ferme le tiroir, on va au tiroir de la désertification. On va au tiroir de la Convention de Barcelone. On va au tiroir de la Convention d'Alger sur la protection de la nature et les conservations d'espèces. Et M. Prieur se plaignait du fait que 17 ans ont été nécessaires pour ratifier le successeur à la Convention d'Alger, la Convention de Maputo, adoptée à la deuxième Assemblée générale des chefs d'État de l'Union africaine. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une convention qui a été imposée par des consultants. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Donc, elle n'a pas été, c'est une top-down, c'est de haut en bas. On te dit, nous savons ce qu'il te faut. Alors que ça doit être de bas en haut. C'est les gens qui doivent avoir la conviction que c'est dans leur intérêt de protéger l'environnement. Autrement, on peut avoir toutes les conventions.
On peut avoir tous les traités et tout le financement, ça restera l'apanage d'une petite minorité. D'abord scientifique, ça a été le cas, et aujourd'hui, cette minorité, c'est les fonctionnaires, les points focaux. Il n'y a absolument aucun terme de référence ce que doit être un point focal d'une convention ou d'un traité juridique ou d'un traité multilatéral pour l'environnement. Participer à des réunions, recevoir des frais de mission parfois doubles des Nations Unies et du pays hôte, et on se pose la question pourquoi les pays développés donnent tant d'argent pour payer la participation de ces pays, et parfois des pays riches comme l'Arabie Saoudite, comme la Chine, parce qu'il est pays en voie de développement. Quel est l'intérêt de ce pays à ce que ces délégués viennent et on leur donne de l'argent pour participer? Et parfois, ces frais de mission correspondent à une année de salaire de ces pays. Donc, il y a quelque chose de biaisé dans cette approche. Et puis, une approche sectorielle. Il y a un ministère de l'Environnement. Il y a une institution qui présente l'environnement. Et ces institutions, généralement, c'est des chefs qui n'ont absolument aucun pouvoir, que ce soit financier ou sur le plan gouvernemental, et qui ne peuvent pas influer sur la... Bon, parce qu'il faut bien avoir un ministère qui s'occupe de ces questions. Mais tant que ça restera un secteur séparé du main flow, du courant des activités économiques, ça restera quelque chose de marginal. Donc, ça doit être quelque chose qui soit intégré comme priorité de tous les secteurs, et surtout les secteurs qui ont un impact sur l'environnement, que ce soit le transport, que ce soit l'énergie, que ce soit l'agriculture, etc. Et une disposition de la Convention, l'article 6b, fait obligation aux États parties d'intégrer les objectifs de la Convention dans les secteurs, dans les plans d'activité des secteurs, et cela n'a pas été le cas. Je parlais de points focaux. Bon, le point focal, généralement, maintenant, c'est le ministère des Affaires étrangères. Bon, avec tout le respect que je dois au ministère des Affaires étrangères, j'en ai fait partie pendant longtemps, c'est des gens qui viennent et qui repartent. Donc, il n'y a pas une permanence. Donc, il faut une permanence. Ce n'est pas une personne qui doit gérer une convention, mais un comité. J'ai l'exemple du Comité national de l'UNESCO, par exemple. Le Comité national de l'UNESCO, ce n'est pas une personne, c'est un comité, une commission qui se réunit, qui doit se réunir avant et après, et puis préparer non pas par un individu, mais par tous les secteurs concernés, la COP, et aussi le faire, et faire le suivi. On a parlé d'Aichi, des objectifs d'Aichi. J'avais fait en sorte, aux objectifs d'Aichi à Nagoya, j'ai été le secrétaire exécutif à l'époque, que le premier objectif devrait être, et je cite, c'est la cible 1 du plan stratégique de Nagoya, qu'on appelle les cibles d'Aichi, que d'ici à 2020, c'est-à-dire d'ici à l'année dernière, au plus tard, les individus sont conscients de la valeur de la diversité biologique et des mesures qu'ils peuvent prendre pour la conserver et l'utiliser. Et on a fait en sorte que une décennie, la décennie 2011-2020, puisse être déclarée décennie des Nations Unies sur la biodiversité avec le thème « Vivre en harmonie avec la nature ». Parce que je considère que l'ignorance est la première cause du drame que nous vivons et la cause principale du fait que nous sommes en train de couper l'arbre, la branche sur laquelle nous sommes assis. Pourquoi? Parce que je dis que nous vivons dans un monde de plus en plus urbanisé, donc de plus en plus loin de la nature, et surtout pour nos enfants. Nos enfants vivent très très loin de la nature, ils ne savent pas. Comment, par exemple, une pomme puisse arriver à la table ou une olive puisse arriver à la table. Ils font une association entre le billet de papier, l'argent, le supermarché où ils vont acheter. Avec l'urbanisation, nos enfants sont de plus en plus loin de la nature. Et il y avait Wangari Maathai, la première dame à recevoir le prix Nobel de la paix, qui était une écologiste et une environnementaliste, disait que lorsque nous plantons des arbres, nous plantons les graines de la paix et les graines de l'espoir.
L'UNESCO, j'ai parlé de l'UNESCO. L'UNESCO, dans son mandat, a cette déclaration fondamentale et formidable qui dit que c'est dans l'esprit des gens que naissent les guerres. Et c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut planter les défenses de la paix. Et le secrétaire général des Nations Unies a parlé de guerre contre la nature que nous livrons, et c'est une véritable guerre. Et donc, il nous faut planter très tôt dans l'esprit des jeunes et dans l'esprit de nos enfants les graines de l'amour de la paix. Et c'est pour ça que j'avais lancé, lorsque j'étais aux affaires, ce qu'on appelait la vague verte. C'est c'était un immense mouvement d'éducation et de sensibilisation des enfants et des générations futures sur les bienfaits et l'importance de la nature, parce qu'on ne peut pas protéger quelque chose qu'on ne connaît pas, et on ne peut pas protéger quelque chose qu'on n'apprécie pas, et dont on ne connaît pas la valeur. Et, allô? Oui. Je termine par ça. Je disais que, bon, je termine par deux citations. La première, c'est que l'histoire humaine n'est que la série des défis qu'elle a dû relever. Et il est clair que la conscientisation écologique est le nouveau défi de l'humanité. Et cette autre citation, les civilisations meurent par suicide et non pas par meurtre. Et j'espère que nous aurons le courage, nous, en tant qu'humanité, de pouvoir nous redresser et d'arrêter le suicide que nous sommes en train de commettre. Je remercie le président, je remercie son équipe pour cette initiative très louable et surtout pour l'insigne honneur qui m'a été donné de partager avec vous aujourd'hui quelques réflexions. Merci infiniment.